Donc on est vite passé sur l'introduction, puisque c'est qu'une petite introduction. Il n'y a rien à expliquer de spécial dans cette introduction. Euh, Premier point, donc je vais me présenter, voilà. Euh, je suis Rémi, simple homme, simple citoyen, retraité de l'armée. J'ai baroudé, vous allez le voir hein, et l'entendre. Euh, Ce livre n'est pas une biographie. En règle générale, je raconte pas ma vie et j'aime pas trop le faire. Je vais aller assez vite sur ça. Hein. Puis je considère moi-même que ma vie, au-delà du fait que j'ai fait l'armée comme beaucoup de gens dans ce pays, ma vie n'a rien eu d'exceptionnel. Hein. J'ai pas un destin ou eu un destin exceptionnel. Voilà. Donc j'ai aucune raison d'écrire un livre sur moi. Voilà. Euh, donc je suis Rémi. Voilà. J'ai 40 ans, bientôt 41. Et à l'époque où j'écrivais ce livre, j'étais chauffeur-livreur intérimaire. Vous voyez, rien de foufou. Hein. Je suis marié, j'ai 4 enfants. Il y a un an, j'ai quitté l'armée de terre où j'ai servi presque 20 ans. Voilà, j'ai pris ma retraite. Donc ça fait un an que, comme on dit, j'ai fait le grand saut. Hein, le grand saut, le retour à la vie civile. Euh, et aujourd'hui, je peux me permettre de faire le point de ça aussi, puisque ça va faire maintenant plus quasiment 2 ans que je suis civil. Euh, et que c'est galère, hein. Franchement, c'est galère hein, de se retrouver civil après un tel confort, après une telle carrière dans l'armée. Donc voilà, dans ce que j'écris, en tout cas, il y a un an que j'ai fait le grand plongeon. J'ai quitté un confort professionnel, un confort psychologique, hein, évidemment, parce que quand on est agent de l'État et qu'on sert son pays à travers l'armée ou à travers la fonction publique, on est quand même à l'abri de certaines choses. Hein. On a au moins la sécurité de l'emploi. Quand c'est l'État qui vous paye avec les impôts du contribuable, bon, à moins de faire des boulettes exceptionnellement graves pour se faire virer, il faut quand même se lever de bonne heure. Euh, donc j'avais un confort en raison aussi de mon ancienneté, en raison de mon grade, etc. J'étais respecté. Donc j'ai servi une institution pendant 20 ans, et évidemment il y avait un respect que je ne retrouve pas dans le civil, hein, que je ne retrouve pas dans cette jungle anarchique qui est le civil, hein, où on respecte pas l'ancienneté, on respecte pas même le passif des gens, je veux dire. Alors je demande pas un respect non plus particulier, mais il y a que pour développer, il y a que dans des quand je participe à des commémorations, des choses comme ça, que je suis en tenue, que tout de suite les gens se disent ah oui c'est vrai, ce monsieur a eu un passif quand même qui n'est pas dans la norme et oui on reconnaît là son patriotisme. Sinon, en dehors de ces occasions-là, je passe pour un parfait extraterrestre dans ce que je dis. Hein. Euh, donc cette ancienneté, je ne l'ai pas retrouvée dans le civil. Et c'est vrai que quand on a passé la moitié de sa vie dans les armées, eh ben ça pique. Ça pique. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai une fonction, là où au moment où je vous parle, j'ai une fonction où je ne suis pas cadre, enfin, je suis retourné voilà, dans le petit peuple, le prolétariat de base, et c'est difficile. Voilà, c'est pas simple. Voilà. Moi, je suis Vosgien, je suis né à Épinal, voilà, en 1984. Je suis Sagittaire. Pourquoi le dire? Parce que autour des astres, il y a une symbolique aussi. Hein. Je développerai pas là-dessus, mais voilà, j'ai aussi des sujets qui me plaisent à ce niveau-là. Euh, et évidemment, je suis d'éducation républicaine. Voilà, comme tous les gens de ma génération et ceux qui m'ont précédé. Euh, Néanmoins, je reconnais une double éducation, c'est-à-dire euh, une première éducation liée à l'école de la République, parce qu'on y passe tous, évidemment. J'ai même été dans le privé à un moment donné. Hein, j'ai appris à lire avec les bonnes sœurs en Vendée. Hein, c'est tout un symbole, la Vendée, pour nous. Mais aussi, je reconnais une éducation dite d'influence chrétienne, puisqu'on est sur une terre chrétienne, hein, une terre chrétienne multiséculaire. Euh, Marqué par mon éducation familiale, essentiellement. Donc je suis né d'un père ouvrier agricole, ancien pompier de Paris, hein, euh, et d'une mère au foyer.
Mes parents, c'est intéressant parce que mes parents ont tous les deux été pompiers, ont tous les deux porté l'uniforme et d'une certaine façon, quasiment toute leur vie, ont eu vocation à être au service des autres, notamment à travers les pompiers volontaires. J'ai donc été imprégné très tôt d'un esprit de servir, déjà, à la base, dans un cadre, évidemment, où on porte l'uniforme. En plus de ça, d'autres membres de ma famille, évidemment, que ce soit du côté de mon père principalement, ont été militaires ou ils l'ont été longtemps. En regardant un petit peu mes origines, je constate qu'on a une famille assez ancienne, qui remonte au XVIe siècle, d'après ce que j'ai pu voir, et que bon nombre de gens de ma famille, puisqu'on a une famille qui est très locale, très localisée, dans une région bien précise en Lorraine, on est tous plus ou moins cousins, on est tous issus du même fief, parce qu'on a un nom qui est un nom de famille qui est plutôt rare en France et qui est concentré au même endroit. Donc on peut considérer que à travers les époques, on est tous plus ou moins liés. hein. Euh, Sachant que jusqu'à très récemment, dans l'histoire de France, les gens ne se déplaçaient jamais au-delà de 20 ou 30 kilomètres et se mariaient rarement au-delà de la région, en tout cas du contexte où ils sont nés, où ils ont grandi. Donc on peut dire que j'ai une famille ancienne, assez ancienne. Néanmoins, je n'ai pas de sentiment particulier à me prétendre de souche ou je sais pas quoi, ce genre de terme un petit peu gratuit qu'on dit pour se démarquer des gens qui sont là depuis une génération ou deux dans notre pays. Je veux dire, on a un pays où tout le monde a eu ou a sa chance de vivre et d'exister. Et même si ma famille, ça peut faire 3 ou 4 siècles qu'elle vit dans ce pays, elle a elle-même probablement été l'immigré de quelqu'un quand elle est arrivée. Voilà. Donc, on y reviendra. Le problème n'est pas là, en fait. Pour terminer la parenthèse parentale, mon père est décédé il y a un peu plus d'un an maintenant, d'un cancer, qui l'a traîné longtemps, plusieurs années. Et j'ai une maman qui vit seule, voilà, dans une belle région très touristique, près de Privas. Et voilà, on s'appelle et on a essayé de garder des liens. Voilà. J'ai une famille qui, au regard de mon art généalogique, qui a servi principalement dans tous les combats, dans toutes les guerres qui ont été menées par ce pays, auxquelles tous les citoyens, à l'époque où c'était des citoyens ou à l'époque où c'était des sujets, en tout cas, toute ma famille a plus ou moins servi, soit parce qu'elle a été appelée, soit parce qu'elle était volontaire, a servi les armes de la France. Voilà. C'est pas une vantardise de le dire. Je fais partie de ces Français qui, depuis plusieurs siècles, ont une famille qui a participé à la construction de la France. Pour revenir à ma description, afin de vous éclairer sur l'objectif réel de cet écrit, en réalité, c'est une façon un peu sémantique de le dire, j'ai été au service toute ma vie. De formation, je suis dans l'hôtellerie. Avant de rentrer dans l'armée, j'ai passé un CAP, BEP en hôtellerie, restauration. Donc j'avais déjà une notion même si c'est littéraire ce que je dis, j'avais déjà une notion de servir, c'est-à-dire d'être au service des autres. Même si c'est pour servir des plats et conseiller des gens sur les vins ou pour accompagner ce qu'ils mangent. Donc j'ai passé l'essentiel de mon enfance dans la région de Troyes, dans l'Aube. Donc j'ai fait mon apprentissage là-bas, en partie. Cet apprentissage, il a été la conséquence aussi d'une prise de décision rapide liée au divorce de mes parents lorsque j'avais 15-16 ans. Enfin, là, début de la procédure de divorce, parce qu'ils se sont longtemps écharpés à ce sujet. Mes parents, ça a duré plus de 10 ans, je crois, leur divorce. Moi, j'avais plutôt vocation à aller au lycée, à faire des études supérieures. Enfin, j'avais envie vraiment de poursuivre mes passions pour l'histoire, pour la philosophie. Mais la réalité économique, évidemment, du moment nous a ramené à la réalité et j'ai dû m'émanciper de mes parents pour ne pas avoir à choisir entre l'un et l'autre.
Donc j'avais voilà, vocation à m'inscrire au lycée. Et à ce moment précis de ma réorientation, à ma troisième, la réalité économique m'a fait trancher. Voilà, et je me suis émancipé de mes parents à 15 ans. Mon seul choix était de ne pas en avoir, en fait, puisqu'à 16 ans, et avec l'accord de mes parents, je prends un apprentissage, je vis seul, au début en caravane, je me déplace en mobilette, euh, en pleine campagne champenoise, hein, j'étais toujours dans cette région troyenne. Donc au début, j'étais en pleine campagne, et puis après, j'ai plutôt travaillé dans un restaurant dit gastronomique avec un grand hôtel au centre-ville à Troyes, et donc j'ai passé une une partie de un an, à peu près un an d'apprentissage en deuxième année sur trois, où bah, livré un peu à moi-même à 16 ans, c'est pas toujours simple. Voilà, j'ai eu une adolescence qui a été un petit peu écourtée par cette réalité. Et je suis devenu adulte assez rapidement. Voilà. Euh, donc je me suis retrouvé dans une chambre de bonne hein, de quelques mètres carrés, à quelques mètres même de mon lieu de travail. Et pour des raisons essentiellement économiques, j'ai pas pu terminer cet apprentissage parce que bah, il y avait forcément il fallait que avec un salaire de 1800 francs à l'époque, donc ça fait quoi 300 euros à peine. Hein. Bon bah alors à l'époque on pouvait vivre encore un petit peu avec 1800 francs. Hein. C'était difficile mais j'arrivais quand même à profiter un peu de la vie. Aujourd'hui ce serait impossible, impossible. Voilà. Et donc je vivais seul et sur mes propres revenus, donc j'ai dû après faire des choix. Voilà. Donc c'est une période en fait où j'ai travaillé en restauration. C'est une période d'émancipation qui a été riche d'expériences pour moi et des bonnes et des mauvaises expériences. Hein. Et ça a été un tournant, un tournant dans la fin de mon adolescence, évidemment. Mais j'étais passionné aussi depuis l'âge de 8 ou 10 ans par le monde artistique. Hein. J'avais hérité ça de ma maman et, et j'avais des capacités à l'époque, hein. J'ai vu ça assez tôt. J'avais des capacités à me produire sur scène, j'avais des capacités à chanter. Voilà, bon, donc au début j'ai commencé par chanter les chansons des autres, et puis à partir de 17 ans, j'ai voulu, par ego, ou en tout cas par volonté, j'ai voulu écrire et produire moi-même mon propre disque. Voilà, et j'avais 17 ans. Donc j'ai tout fait un petit peu avec ce qu'on appellerait du briquet de broc. À l'époque, on pouvait graver des CD soi-même, on pouvait acheter des petites jaquettes pour mettre sur les CD, on pouvait faire plein de choses à l'époque. C'était vraiment bien. Donc voilà, on va dire d'un niveau semi-professionnel, j'ai fait enregistrer ça. On a tout fait en une heure ou deux, enfin voilà. Et, et puis je croyais aussi voilà, en la bonne providence. Hein. En 2001, j'ai été invité par un chef d'orchestre local qui se produisait essentiellement dans la région de Romilly-sur-Seine. Ils étaient deux accordéonistes à l'époque à faire ça dans ce coin-là. Le premier s'appelait René Grelier. Alors c'est des gens qui doivent être âgés aujourd'hui, hein, puisque si moi j'ai 40 ans, et je pense qu'ils sont plus proches des 80 ans. Et le deuxième, celui qui m'avait invité à faire cet album à l'époque, cette chanson, dans le cadre d'un concours, d'un grand concours de chansons régionalistes, c'était Patrick Messifet qui vivait sur Romilly-sur-Seine, et avec Patrick Messifet, on a gagné ce concours en 2001, voilà. Et c'était une fierté pour moi à l'époque de rentrer un petit peu, de mettre un pied là dans le monde de la musique professionnelle, en étant invité à chanter avec l'orchestre de Patrick Messifet. Voilà, voilà pour la petite parenthèse. Mais bon, à cette époque, je croyais en la bonne providence, comme je disais, et j'étais persuadé de réussir. Voilà, comme tous les jeunes qui veulent percer. Et encore une fois, hein, je suis vite revenu à la raison. Déjà d'une part parce que j'étais trop fier à l'époque pour participer ou vouloir participer au premier télécrochet, vous savez, hein, c'était les premières Starac. Il y avait d'autres émissions qu'on suivi l'année d'après sur d'autres chaînes de télé, hein, les pop stars et tout ça. J'ai jamais voulu participer à ces télécrochets, même si j'ai participé un petit peu au Grain de Star Tour. Alors c'était pas médiatisé, mais c'était le Grain de Star Tour. J'y avais croisé à l'époque certains
certaines célébrités, entre guillemets, ou anciennes célébrités d'aujourd'hui. Et malgré ça, bon voilà, j'étais probablement sur la bonne voie, mais trop impatient et toujours dans le besoin financier. Donc j'ai mis un terme à ma carrière musicale assez rapidement. Voilà, encore une fois, sous contrainte économique. Et vous voyez, c'est ça le problème d'avoir une éducation, d'avoir un petit cerveau gauche artistique et d'avoir un cerveau droit dans les ordres, quelque part. C'est-à-dire, on est tiraillé entre une émancipation artistique complète, alors on va dire plutôt portée vers des idées de gauche, hein, quelque part, puisqu'ils sont tous un peu comme ça, mais en même temps la droiture, l'ordre, l'esprit combattant, l'esprit guerrier, le besoin d'aventure, donc pour tout mon cerveau droit, qui est rattaché à l'éducation que j'ai aussi, une forme d'éducation traditionnelle, par l'uniforme et par le mot servir. Et à 18 ans, évidemment, faute de moyens, bah, je m'engage dans l'armée. Voilà. Donc je m'engage dans l'armée, 18 ans. À ce moment précis, comment dire, dans ma famille, il fallait faire l'armée. Voilà. C'était un peu le discours de mon père. Mon père a fait l'armée parce que, bon, lui, c'est les pompiers. Bon, pompiers militaires. Soit parce que tous les membres de ma famille, ou presque, s'étaient engagés dans l'armée à une époque, ou soit parce que, du fait de la conscription, ils y ont fait. Voilà, ils y ont fait l'armée et ils en sont pas morts, hein. Donc, évidemment, il fallait que je le fasse. Il fallait que je fasse l'armée. Donc, j'ai fait l'armée, mais en pensant pas faire cette carrière, hein. Savoir qu'à l'époque, hein, alors là, vous me voyez comme je suis aujourd'hui, à 18 ans, je faisais très très jeune. J'étais, je le suis toujours, j'étais petit, j'avais l'air un peu frêle, hein, c'est les termes qu'ils ont employés quand je me suis engagé. Et en plus, je me suis engagé dans le régiment, un régiment que je considère encore aujourd'hui comme un régiment d'exception, deuxième hussard, grand régiment de cavalerie, grand régiment de renseignement. Mais j'ai toqué à la porte, hein. J'ai toqué à la porte. Je savais pas. J'étais un peu naïf, un peu jeune, et puis je savais pas trop à l'époque ce qu'on y faisait. Réellement, mais bon, j'avais choisi la facilité. J'ai dit, tiens, il y a un régiment à côté de chez moi. Ça aurait pu être un régiment de logistique, ça aurait pu être un régiment du train, par exemple. Mais ça aurait pu être le premier PIMA. Je veux dire, ça changeait rien pour moi. J'y vais, on verra bien. Voilà. Donc je m'engage. Et oui, il y avait aussi un peu un moyen, pour moi, c'était un moyen aussi pour ma propre existence, de stabiliser aussi ma vie un peu de saltimbanque, hein, comme j'étais parti pour être saltimbanque, hein, j'étais parti pour vivre des expériences déjà que j'avais eues de la rue et des expériences populaires. J'avais échangé beaucoup entre mes 15 et 17 ans, j'étais livré à moi-même en plein centre-ville de Troyes. Donc pendant ces 1 an et demi, 2 ans, comme on dit, sans croiser le fer, hein, mais j'ai vécu. J'ai vécu un peu dans la rue avec les gens de la rue, etc. Parce que j'étais livré à moi-même et puis je donnais le bon Dieu sans confession à tout le monde surtout. Donc, donc voilà, j'étais parti pour être un artiste et le devoir de servir m'a rappelé à l'ordre. Voilà, tout simplement. Donc après, bon, pour résumer ma carrière militaire, c'est un peu compliqué parce que j'ai une carrière, on peut le dire, unique. En tout cas, de mémoire, comme m'a dit hein, l'ancien directeur des ressources humaines de l'armée de terre, il y a quelques années maintenant, il m'a dit, des cas comme toi, j'en ai jamais vu. Des gens qui ont une telle foi dans ce que tu as fait, dans le mot servir, dans le sens du service et le sens de l'engagement, tu es un cas unique. Voilà. Unique en France, en tout cas dans les mémoires de l'armée de terre. Alors, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc pour résumer, hein, vraiment rapidement, j'ai passé 5 ans donc au deuxième régiment de hussards. Donc c'est le régiment qui m'a fait mes classes, c'est le régiment qui a fait de moi un militaire. Ensuite, je me suis engagé dans la Légion, réengageant donc. Donc on refait tout. Où j'ai passé à peu près. Alors j'ai eu des petits soucis là-bas, hein. La Légion c'est particulier. Euh, Belle arme, prestigieuse. J'ai vécu des choses extraordinaires.
dans le bon et dans le moins bon, hein, comme partout, mais vraiment chouette arme, hein, les képis blancs, c'est unique, vraiment. Et je conseille, je souhaite à tous ceux qui sont capables de le faire, vraiment. Je ne regrette rien, hein. Mais bon, j'ai pas pu aller à terme de mon contrat à l'époque, hein, pour des soucis liés à l'identité d'appartenance, hein. Sachez qu'à la Légion, en tout cas à ce moment-là, je sais pas si ça a changé, mais à ce moment-là, on s'engageait sous identité déclarée, ce qui me rendait absolument pas service. Voilà. Et quand on m'a promis que j'aurais pu régler ce problème rapidement, en fait, c'était pas le cas. Voilà. Donc, petit désaccord entre moi et l'institution, euh, ce qui a fait que j'ai dû partir par la petite porte, comme on dit, mais quand même avec l'accord de mon commandement, hein. J'ai pas fait les choses. Mais bon, pour des raisons administratives, ils m'ont renvoyé officiellement dans mes foyers pour désertion. Alors que j'ai jamais déserté, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà. Mais ça pèse beaucoup sur ma conscience, ce genre de terminologie, parce que quand vous avez affaire à des... Pour une petite anecdote, hein, quand vous avez affaire à des gendarmes et qui tapent votre nom dans leur fichier, quoi que vous ayez fait, hein, vous êtes un déserteur. Alors, c'est pas simple. C'est pas sympa et c'est pas cool. Voilà. En réalité, j'ai été statutairement, hein. Faut bien comprendre qu'avant dans l'armée, quelle que soit l'armée d'ailleurs, quand vous êtes avant d'être en désertion, vous êtes en absence irrégulière. Quand vous faites tout ce qu'il faut pour ne plus être en absence irrégulière et pour pas basculer en désertion, c'est-à-dire on vous radie votre contrat, bon bah il suffit d'un petit retard administratif de quelques jours en fait pour que vous soyez en désertion. C'est automatique. Voilà, et c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, je leur ai demandé, il fallait que je parte de l'institution parce que j'avais d'énormes soucis liés à mon identité, avec mon identité. J'avais plein de problèmes à régler dans le civil. On m'avait promis d'ailleurs que je pourrais les régler, mais si vous changez de nom, bah, il y a des choses que vous pouvez plus faire en fait. J'étais un peu naïf. Donc comme j'ai pas pu régler mes problèmes à un moment donné, j'ai dit, bah écoutez, soit vous me rectifiez, entre guillemets, vous me rendez mon identité, puis je continue à servir mon pays à travers la Légion étrangère, soit je m'en vais. Et j'ai pas le choix de m'en aller. En plus, j'avais une hiérarchie à l'époque qui était un petit peu sopoliée quand même, hein. C'est-à-dire, c'était non, tu partiras pas. Si tu veux partir, on va t'envoyer de Djibouti. Enfin, c'est des choses comme ça. C'est assez. J'en rigole aujourd'hui, mais c'est vrai que quand vous vous dites ça, vous faites vite le choix. Puis vous êtes jeune, hein. Moi, j'avais 23 ans, donc à 23 ans, c'est tout blanc ou tout noir, hein. Il n'y a pas de nuance, hein. Voilà. C'est mon côté un peu extrême, ça, hein. Des fois, moi, je me suis calmé maintenant, hein. Mais à l'époque, il fallait être un peu fou, hein, pour faire les choix que j'ai faits. D'ailleurs, mes anciens du deuxième hussard m'ont dit, t'es fou d'aller là-bas et de faire ce que t'as fait, peu importe. Voilà, donc pour un petit problème de 48 heures de retard administratif, j'étais en désertion. Voilà. Et quand j'explique ça, les gens, ça les fait rire, quoi. Voilà. Donc après cette période Légion, je me suis engagé, hein. J'ai vécu une période d'un an un peu compliquée, hein, où j'étais dans la rue. C'est à l'époque où j'ai connu ma deuxième femme, hein, la mère de mes trois enfants, de mes trois derniers enfants. Et je me engage dans l'infanterie, donc encore une fois, je refais plus ou moins les classes. Sauf que j'avais déjà dépendante, j'avais déjà, voilà, je suis arrivé avec mon passif militaire déjà, hein, puisque la Légion m'a plus tard renvoyé tous les papiers concernant mon temps de service là-bas, donc tout est officiel, voilà. Donc j'arrive et j'avais quasiment, peut-être même plus de médailles que le chef de section lui-même qui faisait mes classes. Alors c'était assez marrant parce que j'étais un simple soldat, un simple fantassin, mais déjà décoré plus que les cadres qui me... Oui, parce que avec le deuxième hussard et la Légion étrangère, j'ai fait des opérations extérieures, évidemment. J'ai pas chômé pendant cette période, hein. Donc voilà, entre la formation, l'instruction, pour être compétent, pour être spécialiste, et puis l'OPEX, hein. Et les OPEX, vous savez, les OPEX, c'est 4 mois, jusqu'à 6 ou 7 mois, même parfois, hein. En Afghanistan, on a quand même passé plus de 6 mois, hein, 6 mois et demi, à peu près 7 mois. Bon, bah, donc sur à peine 2 ans de présence, ou 2 ans et demi de présence à la Légion, bah, j'ai pas chômé, hein, j'ai pas glandé. Voilà. Donc, arrivé dans l'infanterie, bon, ils se rendent compte que bon, j'ai quand même des connaissances, des compétences. Donc, je récupère petit à petit mes galons. Euh, Ensuite, dans l'infanterie, pour des raisons de restructuration, hein, là, on est dans les années 2013, 2014, je suis muté. Muté dans une arme que je ne maîtrise pas, que je ne connais absolument pas, qui est l'arme du train. Donc là, ça y est,
En gros, j'ai fait 10 ans de combat ou de fonctions assimilées, même si le renseignement, c'est pas du combat, mais c'est de l'opérationnel. Et voilà, je vous invite à vous renseigner un petit peu justement sur les régiments de renseignement. C'est assez fou. C'est assez fou ce qu'on fait comme dans les régiments de rance. Surtout ce qu'on appelle du renseignement à l'époque en profondeur. Voilà. Je vous invite à aller regarder ça. Donc voilà, régiment du train, je bascule dans la logistique. Voilà, j'ai du mal à me positionner. Hein. Moi, je suis un fantassin, je suis un combattant. J'arrive dans un régiment, on conduit des camions, évidemment. On est dans la logistique, c'est un autre domaine. Je rapprends un nouveau métier, en fait. Donc, 6 ans dans le train et de mon propre chef, je demande une mutation aussi pour me rapprocher de mon père malade. Voilà, dans le Puy-de-Dôme. Et dans le Puy-de-Dôme, qu'est-ce qu'on a? On a le 92e régiment d'infanterie, où j'ai voulu aller. J'ai pas été retenu, mais j'ai été rattaché au groupement de soutien de la base de défense de Clermont-Ferrand, qui est sur le site du 92, et j'ai passé mes dernières années de ma carrière euh, au sein de ce qu'on appelle le GSBDD, à Clermont-Ferrand. Voilà, voilà pour la présentation, en tout cas militaire. C'était une carrière qui a été quand même assez atypique pour un militaire du rang. Euh, Elle a été ponctuée par des choix personnels, elle a été ponctuée par des mutations, alors obligatoires, hein, parce qu'il y a les restructurations des années 2012 hein, qui a beaucoup pesé sur l'armée de terre. Euh, il y a eu aussi la transition des GSBDD, hein, quand tous les chefs de corps ont perdu le pouvoir qu'ils avaient sur leur régiment en cédant une partie de leur responsabilité à une cinquième colonne qui est le service du commissariat des armées. Hein. Donc je passe les détails là-dessus, mais ça a fait un foin pas possible à l'époque, hein, dans les années 2010-2012. Donc ma carrière, en fait, elle a été synonyme de détermination, elle a été synonyme de résilience, beaucoup de remise en question, parce que j'ai refait mes classes, enfin j'ai passé beaucoup de temps à l'instruction, ou à faire l'instruction aux autres. Et en fait, ça a été, ma carrière, elle a été le reflet de ma personnalité, c'est-à-dire que à ce moment-là, déjà, j'avais quand même conscience que j'étais déjà compétent dans beaucoup de domaines à travers les régiments que j'ai traversés, que j'ai fait, mais j'étais expert en rien puisque j'avais pas eu le temps d'arriver à ce niveau-là d'expertise. Parce qu'en général, dans l'armée, quand vous commencez dans une spécialité, surtout si vous passez cadre après, vous restez plus ou moins dans la spécialité où vous êtes. Hein. À part jusqu'à un moment où vous prenez des fonctions qui sont, on va dire, générales, hein, dans votre grade. Mais sinon, vous restez un spécialiste. Donc en fait, moi, ma carrière, elle a été un peu... voilà. Quand j'ai, quand j'ai eu le sentiment d'avoir fait le tour d'un régiment ou le tour de mes compétences, entre guillemets, j'ai voulu changer en fait. J'ai, j'ai, j'ai préféré l'expérience, l'acquisition de l'expérience, à un profil de carrière linéaire où je maîtrise mon truc à fond, mais je ne sais faire que ça. Ben non. Moi, je ne suis pas comme ça, j'ai jamais été comme ça, et c'est le reflet aussi de ce livre, hein, où je parle de beaucoup de choses, où je m'appuie sur des gens, je m'appuie sur des textes, où je m'appuie sur des références indiscutables pour beaucoup de choses. Mais je suis pas moi-même l'instigateur et l'expert qui va vous parler de ça. Hein. Voilà, je fais beaucoup de références, mais je ne suis qu'un porte-parole. Voilà, et ben ma carrière militaire a été un peu ça aussi, c'est-à-dire que j'ai eu des compétences dans beaucoup de domaines, mais de là à avoir le, le privilège de me vanter d'être expert, non, non, non. D'ailleurs, c'est quoi un expert? Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, ça veut plus dire grand-chose. Donc voilà, retraité depuis un an. Et puis sur la question de l'évolution de mes choix politiques, évidemment, ils ont logiquement évolué en fonction de mes découvertes et en fonction de mes éclairages, en fonction de ma compréhension à travers mon expérience personnelle et à travers mes lectures. Il y a eu quand même un événement important dans l'armée. À partir de 2013-2014, j'ai prétendu parce que c'était encore possible à l'époque, à préparer un concours pour être officier. Donc j'ai dû retourner à l'école de manière un peu sporadique. Hein. J'ai suivi des cours à l'université en cette période pendant quasiment un an pour préparer avec les cours par correspondance avec le CNED pour préparer ça. Évidemment, à cette époque-là, en plus, j'étais moi-même euh, membre du, à la fois du Conseil supérieur de la fonction militaire où, où je représentais les gens, les militaires du rang de l'armée de terre auprès, je n'étais pas le seul, hein,
auprès du chef d'état-major des armées. On faisait des réunions avec le ministre. Parfois, c'était même présidé par le président de la République. Attention, hein. Voilà, donc on montait à Paris régulièrement pour aller faire des réunions et parler de conditions du personnel, de parler de choses qui concernaient les armées. J'étais membre, évidemment, de facto du CFM pour l'armée de terre. Voilà. Donc j'ai brillé un petit peu aussi à cette époque. J'avais tout l'aval de mes chefs pour être officier. Et tout le monde me disait que j'avais a priori tout ce qu'il fallait pour en être. Voilà. La seule chose que mes grands chefs, n'avaient pas anticipé, c'est mon commandement local qui, lui, m'appréciait pas plus que ça. Je faisais peut-être même des jaloux avec mes fonctions parisiennes. Et voilà, à l'époque, mon chef de peloton, qui lui-même venait des Ewawa, hein, il m'a absolument pas soutenu. Il a même fait le contraire, d'ailleurs. Il m'a planté. Il m'a planté au dernier moment en disant, en me coupant l'herbe sous le pied, en fait, à quelques semaines des examens blancs, hein, où je pouvais prétendre à rentrer dans le concours. Et ben, il m'envoie en stage, où je suis obligé d'aller en stage parce que je dois servir aussi mon unité. Et ça a été compliqué, très compliqué, voilà. Donc j'ai dû me résigner à laisser ça de côté, voilà. Mais je regrette un petit peu, enfin, c'est pas du regret, mais au moins cette période m'a permis comme on dit, d'ouvrir mes chakras, hein, c'est-à-dire de m'informer, de me réinformer sur beaucoup de sujets que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas. Et je remercie l'armée de m'avoir offert cette opportunité. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas celui que je suis, hein. Voilà. Donc, pour revenir un peu sur mes a priori, en tout cas sur mes convictions politiques aujourd'hui, euh, c'est lié à mon expérience militaire, c'est lié à mes fonctions, comme je viens de le dire. Mais j'ai jamais pu ou voulu vraiment adhérer à quelque chose, hein. Comme on dit, moi, je suis un électron libre, je suis en freelance. Hein. J'ai pas trop les termes anglais. Bon, des fois, ça parle. Euh, je suis quelqu'un d'indépendant. Voilà. Je n'adhère actuellement, au moment où je vous parle, j'adhère à aucun parti, à aucune association politique, communautaire ou club de réflexion, ce genre de choses. Je suis tout seul. Voilà. Je fais les choses tout seul chez moi. On va dire globalement que j'ai une sympathie à tout ce qui se rapproche du souverainisme honnête. Voilà. Donc, j'écoute, j'entends, j'apprends. Voilà. J'adhère à des chaînes de réinformation privées sur YouTube. Voilà, je fais des choses comme ça. Mais sans plus. Voilà, je ne m'exprime pas moi-même, hein. Donc en 20 ans, quelque part, je serais passé, entre guillemets, hein, d'artiste de rue, doté d'un esprit un peu de justice sociale, un peu esprit de gauche, quoi, quelque part. Mais la bonne gauche, hein, à monarchiste, hein, royaliste. Voilà. Qui, qui prône ce que j'appelle moi la monarchie populaire pour et par le peuple. Toujours dans cet esprit de justice sociale, de protection du peuple et du peuple fragile. Pour conclure, moi je ne chercherai pas à vous convaincre. Parce que j'ai moi-même mis des années à me convaincre moi-même du réalisme et de la réalité de ce que je dis. Donc, c'est pas en quelques vidéos ou en quelques événements médiatisés ou pas que vous allez vous convaincre. Vous vous convaincrez vous-même par les événements à venir. Et, in fine, si ce que je propose se met un jour en place, vous vous convaincrez par les résultats de notre politique et des actions qu'on mène sur le terrain. Donc le peuple français se convaincra lui-même de la véracité de nos actions et de la réalité de nos combats. Voilà. Fin du premier titre.